Répression de la fronde sociale au Zimbabwe. Les réseaux sociaux sont interrompus. Les manifestants ne décolèrent pas. Le Chili a enregistré un séisme de magnitude 6,7 dans le centre-nord du pays. Les autorités écartent l'éventualité d'un tsunami. Incendie d'un oléoduc au Mexique. Le bilan fait état d'au moins 21 morts et des dizaines de blessés. Alors nous avons quelques combats à mener pour les législatives prochaines. Nous avons d'abord à mener le combat de la libération du Parlement béninois parce que nous avons conscience que la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui au Bénin relèvent justement du comportement de nos députés. Nos députés ont voté des lois scélérates, nos députés ont voté des lois contre les intérêts de la jeunesse et nous devons libérer le Parlement en allant abroger toutes ces lois-là et en faisant des lois qui font la promotion de la jeunesse. Première chose. Deuxième chose, nous avons un combat à mener pour que pour les prochaines élections, surtout les élections de 2019, le 28 avril prochain, que le combat du positionnement des jeunes soit un combat important, un combat intéressant, que les jeunes puissent avoir des positions éligibles sur les différentes listes afin que ces jeunes soient représentés à l'Assemblée nationale. Le Pujo prépare dans le meilleur état d'esprit possible les élections législatives prochaines. Et comme vous le savez, notre leitmotiv, c'est que beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes de l'opposition se retrouvent au sein de cette instance politique pour défendre les intérêts de notre République en général et de la jeunesse et des couches marginalisées en particulier. Donc aujourd'hui, je peux vous dire avec assurance que partout sur le territoire national, les organisations du pôle unifié des jeunes de l'opposition travaillent d'arrache-pied pour partager le message, pour partager la conviction du pôle unifié des jeunes de l'opposition et pour organiser nos équipes de sorte à aller, disons, à l'assaut du suffrage de nos compatriotes et sortir des échéances d'avril 2019 avec un nombre écrasant de députés jeunes, de femmes de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est à l'unanimité que les nouveaux parlementaires togolais de la 6e législature ont, au cours de la 2e session de plein droit, le 14 janvier dernier, adopté le règlement intérieur amendé. Dans le nouveau règlement, quelques innovations. L'Assemblée nationale aura un bureau renouvelable chaque année et les députés absentéistes paieront des amendes. Au lendemain de son adoption, la limitation du mandat du bureau de l'Assemblée nationale à 1 an renouvelable a suscité des commentaires dans les milieux politiques et dans les médias. Pour certains, une telle disposition ne peut qu'affaiblir le président de l'Assemblée nationale, la 2e personnalité du pays. 17 janvier, la Cour constitutionnelle déboute les nouveaux députés en leur renvoyant à la lecture de l'article 54 de la Constitution. Une disposition qui stipule que le président de l'Assemblée nationale et le bureau sont élus pour la durée de la législature qui est ici 5 ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Notons que les 91 députés de la 6e législature de la 4e République sont issus des élections législatives du 20 décembre 2018, des élections boycottées par la principale coalition de l'opposition, la C14. C'est l'Union pour la République, UNIR, le parti au pouvoir, qui a remporté ces élections avec 59 sièges. En début de la semaine, le gouvernement avait bloqué l'accès à Internet avant de le rétablir partiellement mercredi soir. Mais vendredi, les connexions ont été à nouveau interrompues. La ministre de l'Information a annoncé une nouvelle loi sur la cybersécurité qui sera prochainement présentée au Parlement. Le texte vise à faire en sorte que l'Internet soit utilisé pour le bien de la société et non pas pour violer la sécurité nationale.
Le pasteur contestataire Evan Mawarire, arrêté mercredi, est précisément poursuivi pour incitation à la violence via les réseaux sociaux et pour subversion. Vendredi, la justice a décidé de le maintenir en détention jusqu'au 31 janvier. Son avocate a dénoncé un déni de justice alors que son client encourt jusqu'à 20 ans de prison. La riposte des autorités à la contestation a suscité des condamnations de la communauté internationale. L'ONU a dénoncé un usage excessif de la force et demandé la libération immédiate des personnes détenues pour avoir exercé leur droit à la liberté de réunion. La colère a éclaté lundi au Zimbabwe après l'annonce du doublement des prix de carburant, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans un pays à l'économie exsangue. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Par cette annonce, Félix Tshisekedi devient le 5e président de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance du pays en 1960. Il doit prendre la succession du chef de l'État sortant, Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, il y a 18 ans, le 7 janvier 2001. C'est la première fois que le pouvoir sera passé pacifiquement d'un homme à l'autre dans ce pays à l'histoire agitée. La prestation de serment de Félix Tshisekedi est prévue mardi prochain selon le dernier calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Mais déjà, ses partisans ont pris la mesure des défis qui attendent le nouveau chef de l'État. Il n'y a pas encore eu passation de pouvoir, mais je crois qu'il sait déjà qu'il est dans la peau du président de la République et qu'il peut déjà commencer à travailler parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Est-ce que vous pensez que lui de passer? Félix Tshisekedi, 55 ans, est le fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il a pris la succession de son père à la tête du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Il devra cohabiter avec un premier ministre issu de l'actuelle majorité pro-Kabila qui a obtenu une vaste majorité à l'Assemblée nationale d'après les résultats des législatives annoncés par la commission électorale. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CENI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre Constitution. Le président de la République démocratique du Congo, c'est M. Martin Fayulu Madidi. Le peuple doit se prendre en charge. Merci. Le président camerounais part en guerre contre les groupes criminels spécialisés dans les enlèvements avec demande de rançon. Face à la recrudescence de prise d'otages d'éleveurs dans la région d'Adamawa, Paul Biya a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour mettre un terme à ces agissements répréhensibles. C'était à l'occasion d'un discours prononcé alors que les populations de la région de l'Adamawa affichent de plus en plus leur agacement face à la recrudescence des prises d'otages, ciblant principalement les éleveurs. Entre 2015 et 2018, 311 cas d'enlèvement ont été enregistrés dans cette région.
Durant cette même période, 70 otages ont été exécutés par les ravisseurs, alors que plus de 2 milliards de francs CFA de rançon ont été payés pour la libération des victimes de kidnapping. L'intervention de l'armée n'a permis de libérer que 29 otages pendant cette période, la plupart des libérations étant consécutives au paiement d'une rançon. Région frontalière à la Centrafrique en conflit, l'Adamawa abrite de nombreuses bandes armées qui opèrent depuis des années, kidnappant des éleveurs et des membres de leur famille pour exiger des rançons. Conséquence, beaucoup de villages se sont vidés de leurs habitants qui dénoncent de plus en plus la faible détermination de Yaoundé à combattre les prises d'otages. Les autorités locales n'ont pas fait état de victimes dans un premier temps, mais ont signalé les éboulements de pierres sur les routes nationales. Des milliers de foyers étaient privés d'électricité, ce qui illustre la puissance de ce séisme au Chili. Ce dernier s'est produit samedi à une profondeur de 53 km et son épicentre a été localisé à 15 km au sud-ouest de la ville de Coquimbo. Cette région a vécu en septembre 2015 un tsunami provoqué par un tremblement de terre d'une magnitude de 8,3 qui a fait une dizaine de morts. Suite au séisme de samedi, le service hydrographique et océanographique chilien a néanmoins écarté le risque d'un tsunami. Le Chili est l'une des zones à la plus forte activité sismique du monde. Le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, un alignement de volcans qui enserre l'essentiel de cet océan, une zone à forte activité sismique. L'incendie s'est produit dans l'état de Hidalgo, à environ 100 km au nord de Mexico. Une fuite sur un oléoduc avait attiré des dizaines d'habitants venus récupérer du carburant munis de seaux. Des médias locaux ont montré des dizaines de personnes se servant sur la fuite, d'où le carburant se déversait à jet continu. Quelques heures plus tard, des images du feu ont montré des personnes terrifiées, s'enfuyant et appelant à l'aide, d'autres présentant des corps calcinés, étendus sur le sol à la nuit tombée. Des unités de lutte contre les incendies ont été déployées sur les lieux et les feux ont été maîtrisés. Le bilan fait état de dizaines de blessés et au moins 21 personnes y ont perdu la vie. Parallèlement, une compagnie pétrolière nationale a indiqué qu'un autre incendie s'était déclaré sur une prise illégale de pétrole pratiquée sur un oléoduc dans une zone désertique de l'État de Querétaro, mais qu'il n'y avait pas de victimes ni de risque pour la population. Ces accidents surviennent alors que le gouvernement de López Obrador met en œuvre une stratégie nationale contre le vol de carburant, un délit qui a causé une perte de quelques 3 milliards de dollars en 2017 à l'État mexicain.